des arguments, de ses points de vue, sans forcément toucher du doigt les causes d'une telle recrudescence. Que se passe-t-il dans nos écoles? Pourquoi cette facilité des adolescents ou adolescentes à aller au sexe? Chiffre à l'appui, le socio-anthropologue va nous proposer des éléments d'analyse du sujet. Caliste Wedé est l'invité du grand oral que voici. Docteur Wedé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes socio-anthropologue. Oui. Voilà. Mais je rappelle que je suis pluridisciplinaire, mais c'est la base qui m'a permis de faire des incursions dans d'autres disciplines, telles que les questions de population et les questions de droits de l'homme et de la démocratie. À l'occurrence, à la chaire UNESCO. Très bien. Droits de l'homme, est-ce qu'on peut inclure les grossesses précoces et scolaires dans la matière de droits de l'homme, ou bien c'est juste un fait de société? Non, vous ne pouvez pas amener ça dans les questions de droits de l'homme pour la simple raison que les comportements à la matière ne sont pas liés, entre autres, à une pression, a priori, à un mariage précoce pour la plupart, puisque en matière de droits de l'homme, ce qui est concédé aux femmes, c'est le droit de disposer de son corps. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées au lendemain des mouvements de mai 68. Et ça a eu des répercussions dans les colonies qui sont devenues indépendantes, tout ça là par rapport à ça. Maintenant, de ce qui se fait aujourd'hui et qui nous pose problème, le sexe est d'abord un construit social. Et pour y aller, il y a le cadre dévolu à la matière. Et pour ce cas, c'est connu de tout le monde, c'est le mariage. Et chez nous, vous devez faire la dot. Il y a tout un processus, tout un rituel. Mais aujourd'hui, tout cela s'émousse. Et avec une précocité en termes de puberté aussi, qui s'exprime, où les parents n'arrivent plus à faire une projection sur leur propre enfant. Et l'État aussi a démissionné par endroits, puisque l'État aussi ne met pas une politique beaucoup plus sur les questions de sexualité humaine. Je ne parle pas de politique en matière de santé de production. C'est deux choses diamétralement opposées. En ce sens que les questions de mœurs ont été toutes des questions de culture, des questions de religion, des questions de la morale. Le droit aujourd'hui vient pour enlever, pour ne pas dire, pour soustraire la vie sexuelle de certaines contraintes. Sur ce point, j'ai eu à dire quelque part qu'il faille relativiser les questions de droits de l'homme. Oui, puisque vous ne pouvez pas avoir investi sur un enfant et au bout du rouleau, il ne vous devient rien, pour ne pas dire il ne devient rien. Et là, l'État paie. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effritement total des questions de mœurs, d'une part, et l'effritement beaucoup plus aussi des facteurs de socialisation. Et ça dit que les mœurs ont été plus effritées maintenant que par le passé? Bien sûr que oui. Parce qu'on assiste à une recrudescence quand même de phénomènes. C'est beaucoup de filles qui tombent enceintes précocement, aussi bien au milieu scolaire que dans le milieu non scolaire. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, qui sont ceux-là qui font les enfants? Les gens deviennent pères à la suite d'une grossesse. Ils n'ont pas la maturité psychologique, la maturité économique de pouvoir assumer les responsabilités qui découlent d'un tel acte. D'où cet enfant ne trouve que l'espace social non structuré pour avoir l'information sur son corps, pour gérer un certain nombre de contingences liées à sa forte pression pulsionnelle. Or, par rapport à ça, il faudrait quand même contribuer à réduire la vulnérabilité de la fille en lui parlant de son corps et de ses métamorphoses. Voilà, vous êtes en train de grandir. Il y a les caractères sexuels secondaires qui sont là, mais cela est tributaire d'un certain nombre de préalables. Lesquels préalables? D'abord, vous êtes en train d'étudier. Vous devez évoluer dans vos études pour que votre vie sexuelle soit dans son cadre idéal en son temps, qu'est le mariage. Mais s'il n'y a pas le mariage, c'est que la famille perd de plus en plus son essence et encore moins sa fonction sociale. Quand l'unité familiale ne va pas bien, la société est beaucoup plus exposée à ce que j'appelle la délinquance, à tout point de vue. Donc, fort de cela, l'État doit revoir certaines choses pour pouvoir accompagner davantage la puberté. La puberté, ce n'est pas une licence d'activité sexuelle, de ce que j'observe. Oui, qui accompagne la puberté? Est-ce que c'est le parent qui accompagne? Le parent, est-ce que c'est l'enseignant? Est-ce que c'est c'est pas la rue? Non, la rue, tous ces espaces que vous citez ont des fonctions différentes. Je prends d'abord la famille. Avant qu'on ait l'école, tout se faisait au niveau de la famille.
l'initiation, tout ce qui devait se faire, c'est la famille. Et le sexe, en termes de rôle, est procédé dans un postulat binaire. C'est-à-dire quoi? En tant que garçon, voilà les tâches qui te reviennent. Et très souvent, dans les sociétés africaines, vous devez suivre papa. Oui. Et la fille doit suivre maman. Maman, dans son commerce et tout ça, tout ce qui est lié à la vie familiale, la fille apprend ça de sa maman. Et maman dit, dès qu'il y a les menstrues, la fille fait l'objet d'une grande surveillance. Je rappelle au passage l'un des livres de ceux qui m'ont formé, le professeur Claude Assabapé à son âme, qui disait dans Vivre et Savoir, la jeune fille en milieu Yoruba est beaucoup plus surveillée. Parce que les activités prénuptiales portent atteinte à l'honorabilité de la famille. Et quand il y a l'honorabilité de la famille qui se met, comme on le dit, aucune famille n'a envie d'être la risée. Et on se surveillait. Mais les dynamiques démographiques aujourd'hui ont créé ce qu'ils appellent l'effritement de la famille élargie à une famille nucléaire où les géniteurs ne sont plus dans le postulat d'amélioration du bien-être familial. Mais il faut comparer les générations. Si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est que nos parents ont contribué. Oui. Personne n'a ma mère. C'est elle qui m'a tenu les mains dans cette vie de Cotonou pour aller m'inscrire. Et j'ai dû écouter tout ce qu'elle me disait. Et encore moins, sa situation sociale était une situation de motivation pour ma modeste personne. Aujourd'hui, ce que je constate, les gens travaillent pour que les enfants deviennent moins que eux-mêmes. Si c'est le cas, il n'y a pas de progrès. Vous faites des enfants, vous allez laisser ça à des tierces personnes pour vous les garder. Et non, vous créez des problèmes. Ce qui fait que l'indice de développement durable est variable d'une région à une autre dans mon pays. Ce qui ne devrait pas être le cas. À ce titre, les disparités sociales vont se multiplier, s'intensifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par revoir. Comme le disait j'ai lu dans La Nation de 21 janvier 2020, tout à fait. La dame disait plaidoyer pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Le plaidoyer doit passer par quoi selon vous? Non, d'abord, avant d'aller au plaidoyer, est-ce que vous avez des données statistiques qui montrent aujourd'hui l'ampleur des dégâts? Non, l'ampleur aujourd'hui est partagée par tout le monde. En dehors de La Nation, il y a l'éducation qui l'envoie très souvent. Mais je prends les 3 dernières années académiques, 2017-2019. Ça fait 7079 cas de grossesse. C'est déjà trop. Et c'est pas lié aussi à la Covid-19. Non, Covid n'a pas. Le confinement, on a été obligé de rester à la maison. C'est que l'environnement humain de nos filles est devenu un environnement très vicieux, entre autres. Le voisin d'hier, c'était mon parent, c'était mon oncle. Mais la croissance démographique et l'urbanisation aidant, nous avons vendu nos espaces pour plusieurs raisons. Donc, l'espace qui nous revient est tellement réduit. Et il n'y a plus les relations intergénérationnelles. La migration pendulaire aidant, avec la forte médiatisation de la vie sexuelle. D'ailleurs, très tôt, les enfants se sont appropriés des comportements qui ne sont pas ceux de notre société. d'alors. Il revient aux parents de protéger leurs enfants, de les projeter à leurs parents de la gestion de leur puberté, d'une part, et d'autre part, d'évoquer les questions de conséquences afférentes à un comportement sexuel hasardeux, avec Kidam qui ne vous assure pas une certaine sécurité. L'amour, c'est une affaire de classe sociale. Et ce que je constate aujourd'hui, de par un certain nombre d'observations, de par mes visites dans certaines régions du pays, je dis, les pauvres vont toujours être pauvres. Mais pourquoi, docteur, il y a cette facilité aujourd'hui des adolescents à aller vers le sexe? Oui, la facilité émane de l'environnement aujourd'hui social et économique. Économique surtout. Social. Parce qu'il y a quand même la sensibilisation La sensibilisation, je dis, ça, on m'appelle Kalis Ouadi. La sensibilisation telle qu'elle se fait, on ne doit pas avoir le même discours univoque. Le jeune a plus de facilité en milieu urbain d'avoir une activité sexuelle que le jeune qui est en milieu rural. Moi, je suis né à Cotonou. Les débits de boissons, j'ai même fait une réflexion sur ça. Tel que ça se développe. C'est entre autres chose que l'alcool, que la bière qui est vendue. Ça, c'est un élément. D'autres éléments, c'est quoi? C'est que les filles aujourd'hui, avec l'environnement médiatique pluriel qui est le nôtre, je vais parler de tout ce qui est smartphone que tout le monde dispose aujourd'hui, il y a une facilité de la drague sexuelle. Et là, elles ne sont pas éduquées à dire non à un homme.
elles ne sont pas éduquées à avoir une confiance en soi-même. Elles ne sont pas éduquées à avoir l'estime de soi. Pourquoi regarder un homme pour lui dire, mais ce que tu me dis, ça ne me convient pas? Et ça dit qu'il faut rompre avec les pratiques de son temps. Alors nous parlons pour bien qu'étant à cette époque, dire, bon écoutez, vous n'avez pas droit au smartphone, je retourne au Nokia d'alors, au Alcatel d'alors, au CMS d'alors. Et ce que j'ai l'appui de dire, je ne peux pas remettre le smartphone à une fille de 12 ans. À moins que je sois obligé d'expliquer comment il faut utiliser. Donc l'utilité de... L'utilité. Ouais. Il n'y a pas un accompagnement. Moi, j'ai offert ça à mon aîné après le bac. Et qui plus est, j'ai exigé la mention qu'il doit y avoir. Et dès qu'on l'a eu, je l'ai acheté, mais je l'ai fait asseoir pour énumérer un certain nombre de principes. Je suis prêt à le récupérer après. Bien sûr, il faut projeter la vie de votre famille dans le temps. Vous imaginez ça? On ne peut pas faire sortir certains indicateurs. Le niveau de pauvreté aujourd'hui a un visage féminin. Le VIH a un visage féminin. Il y a un certain nombre de femmes dans ce pays, dans certaines structures sanitaires, dont leur suivi dépend d'une tierce personne. Le corps de la femme est trop sacré pour être consacré à une vie génétique aussi banale qu'elle soit. Et là, le petit tour que j'ai fait, dans un certain nombre de collèges à l'intérieur du pays, comme à Cotonou et ailleurs, le problème devient récurrent. Et à ce titre, tous les acteurs qui interviennent sur la santé de reproduction doivent revoir leur copie. Que faut-il faire à présent? Ce qu'il faut faire d'abord... La dernière ligne droite de notre d'accord. Il faut une cartographie. La question de mœurs est variable d'une région à une autre. Tout à fait. Et que le religieux qui est dans son coin ne veut pas voir une fille dans l'errance sexuelle. Mais allons lui expliquer pourquoi la fille ne doit pas être dans l'errance sexuelle, en lui venant lui parler des droits sexuels. Un contexte à revoir au Bénin. À revoir pour plusieurs raisons. Le temps ne me permettra pas de vous le dire davantage. De toute façon, on pourra revenir là-dessus. On va revenir. Les droits sexuels, c'est une manière de détruire la famille. Il faut relativiser ça. Quand vous le lisez, vous prenez la genèse des questions de droits sexuels, il faut relativiser. Le Bénin n'est pas à ce niveau de développement. On est en train de nous créer des problèmes. Quand vous prenez les statistiques, de la 6e en 3e, il y a une cohorte non négligeable des filles. Mais pourquoi de 4e en seconde et en première en terminale, il y a une réduction drastique? J'interpelle les statisticiens des DPP de ces deux ministères. Vous venez sur l'université, on parle de l'engendrement. Voilà encore un autre élément qui fait sortir les filles, puisque le temps, le courage, la détermination, on se laisse aller à qui que ce soit, et on tombe enceinte et on sort du système. C'est du gâchis du point de vue du développement humain durable. À ce titre, on est en train de parler de ODD. On ne peut pas avoir ODD, on ne peut pas atteindre les diplômes objectifs de ODD dans ce contexte. Donc, il vaut mieux revoir les copies. J'ai vu le dernier document qui a été réalisé, je l'ai parcouru. Il manque encore la dimension sociologique des questions de mœurs. On n'a pas joué à toutes ces répressions la dimension humaine. Avant que le plaisir sexuel ne soit un droit, vous devez avoir la capacité économique et psychologique d'assumer les responsabilités. Mais on ne fait pas rien et on vient, on jette. Et les médias aussi, je vous interpelle pas, faut pas. Puisque les médias doivent participer à une certaine transformation de la société. Mais il y a un certain domaine de la vie sociale et économique où les médias sont beaucoup plus absents. Vous êtes beaucoup plus calqués sur les questions politiques. Oui, ça c'est des choses que je dois vous dire. D'accord? Donc, sur ce point, il faudrait que dans chaque établissement, que l'État organise l'existence d'un service social. Puisque l'effectif aujourd'hui est tel que l'administration, le censeur, le directeur ne peut plus régler les problèmes extra-scolaires. Donc, à ce titre, il faut mettre en place un service social composé de 3 à 4 personnes. On doit avoir un suivi pour la plupart de ces filles qui sont dans n'importe quelle classe. 2 jours, 3 jours d'absence, il faut qu'on sache. Et que cela, des grands moments, puisse venir parler de la portée de la femme dans les questions de développement, de la portée de la femme dans les instances de prise de décision, pour qu'on puisse améliorer. Travailler un peu à reformater. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur disait récemment, les 10 meilleurs au Bénin, rien ne sont que de 16 masques. Et quand vous prenez la plupart... Ça l'a interpellé. Elle a fait quelque chose, j'ai suivi. Elle dit c'est encore au-delà.
Depuis 90, comme moi, on m'a parlé de VIH-Sida, quand j'étais encore au premier cycle dans un collège de Cotonou, j'ai fait Saint-Hérita. Je salue ma cohorte au passage, Adèle Lou. Mais moi, j'ai pris conscience. Mais il y a une dernière étude réalisée par l'OMS. Les adolescents de VIH-Sida, ça fait 0,3% taux de prévalence. Ceux-là la plupart ne sont pas dans le milieu de prise en charge. Les chiffres qui font vraiment... De prise en charge. Encore moins, parmi elles, il y a ce qu'on appelle les perdus de vue. La santé de la population souffre beaucoup plus d'insuffisance. Le tout n'est pas les formations sanitaires, mais je pense qu'il y a un minimum que les gens puissent avoir pour mieux se comporter. Et que les parents ont l'obligation de projeter leurs enfants dans le temps, de leur prodiguer de meilleurs conseils et de créer le dialogue qu'il faille avoir. À ce titre, on pourra former de meilleurs cadres féminins que d'avoir sur un certain nombre sur 100 dans certains domaines. Après, vous avez 2. Docteur Caliste redit, c'est vrai, le temps est totalement... le temps, on a bouché le temps réglementaire. Merci beaucoup à vous d'être Merci beaucoup. On va installer Willy Bayala pour ActuWeb. D'accord. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24h/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Il est déjà à mes côtés. Willy, bonsoir. Bonsoir, man. Oui, on y va? Oui, on y va en même temps. Oui, allez-y. Vous avez le micro devant vous. Le micro devant vous, allez-y. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Bon, premier sujet, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. C'est Pierre Johnson qui fait un coup de gueule. Parce que, avec la situation de, comment on appelle-t-on, de la tricherie qui a été observée. Tout à fait. Au dernier concours de justice. C'est énervant, surtout quand vous avez fait un combat pour qu'on n'entende plus de ces choses et qu'on entend que c'est avec la rupture. Les habitudes de la peau dure. C'est vraiment, depuis hier, moi, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Mais bon, honte à eux. Quand j'ai réussi la maîtrise en droit, je n'ai pas pensé. Je n'ai passé aucun concours parce que j'avais la conviction que tous les concours, avocature, magistrature, fonction publique, étaient entachés à l'époque de vice, rédhibitoire à la réussite des honnêtes gens. Je n'étais pas un mauvais étudiant. Et si les conditions stoïchiométriques d'organisation étaient de mise, il n'était pas possible que j'échouasse à l'un d'entre ces concours de recrutement. Je n'ai pas passé ces concours parce que je n'aime pas douter de moi. Je sais reconnaître quand je ne suis pas performant ou quand je suis tranchant. Mais être persuadé d'avoir réussi une épreuve et s'entendre dire qu'on a échoué amène aussi à se demander, dans notre contexte, si un sorcier de sa famille n'agit pas contre ses intérêts. N'agit pas contre ses intérêts. Souvent par le gain facile. Les sorciers souvent ici, les sorciers ici, souvent, hélas, ce sont les organisateurs des concours, souvent par le gain facile et ou le régionalisme. C'est d'une tristesse. Comment des candidats peuvent trouver des épreuves avant le jour du concours s'il n'y a pas une défaillance de l'organisation? Avec la criette à l'affût et tout ce qui se dit, il faut sérieusement avoir une fêlure dans le crâne et sous la rupture pour être un agent ou un responsable d'un tel comportement. Voilà pourquoi la répression sans pitié de tels actes, candidats tricheurs comme organisateurs, doit continuer pendant 20 ans pour inscrire la droiture dans nos gènes. Certains sont vraiment sans vergogne dans ce pays. Pierre Johnson. Sans doute des commentaires aussi, on y va. Fortuné Capochichi qui dit « Nous avons la tête dure dans ce pays. » Triste et vraiment répugnant. Il faut sévir durablement pour dire hâte à ces pratiques qui défient les tentatives actuelles de moralisation de la vie publique. Eden Messan,
il va falloir peut-être expliquer encore mieux le mot rupture, car apparemment certains n'ont pas assez compris. Et un magistrat, c'est quand même le sommet de la justice, quelqu'un devant qui on peut même transférer un chef d'État pour être jugé. Et c'est lui qui triche au concours de recrutement. J'ai vraiment du mal à croire ça. C'est d'une gravité extrême. Il y a Tola Abebi. Éduquons nos enfants, inculquons-leur des valeurs fortes. Parce qu'à cette allure, c'est plusieurs générations qui vont être gangrénées par ces gènes de la fraude. C'est bien malheureux que nous soyons tombés aussi bas dans ce pays. Éco Donga, merci doyen. Le mal du Bénin est profond et cancérigène. S'ils subissent les rigueurs de la loi, ils diront à dessein que c'est un acharnement. Michel Guédou, quand j'étais à la faculté de droit, je disais déjà à mes amis que le plus dur, ce n'est pas de courir après les notes, mais de maîtriser sa matière. Ouais. Je me connais et je me respecte assez pour éviter les jeux inutiles. J'ai passé un test de recrutement à l'Assemblée nationale en 2014-2015. Pour mon poste, il y avait 2 postes vacants. J'étais retenu à l'écrit et on me fait échouer à l'oral alors que j'étais bon. Et un dernier commentaire. Je vais lire celui de Fataou Singaloum. Personnellement, je suis nullement surpris. Beaucoup ont vachement de ces failles aux dépens du grand nombre de victimes. À chacun sa douleur et à chacun sa douloureuse expérience. Je n'en dirai pas plus. Très bien, sujet 2, il y a une polémique autour du nombre de kilomètres de voies asphaltées dans la ville de Cotonou. Et il y a un post qui parle de veine polémique. Tout à fait. Et c'est Kossi Aimé Agbokoun qui revient avec cette polémique. Il dit ceci: 66 km de route bitumée en 5 ans, l'équivalent de Cotonou à Lada. Et c'est pour ce triste bilan qu'on chante Talon 10 ans. Et c'est une interrogation. Et Patient Amoussou qui vient, il dit: vous faites honte à l'intelligentsia béninois. Mais quand on est opposant, il ne faut pas insulter soi-même sa propre intelligence. Et Yovo Martial, quelle est la source des 66 km? Et Steven Abissi, tu crois que bitumer 1 km de route, c'est la joie? Tu t'imagines même pas les calculs, les protocoles qu'il y a derrière ça. Et Anno Hetili, la qualité vaut mieux que la quantité. Bonaventure Mbao, même si c'est 30 km, c'est mieux que rien. À côté de cela, j'ai au moins des pavés dans mon quartier. Et Richard Djedji, il cherche du buzz à ma compréhension. Sinon, sa maladie est vraiment de taille. Et Xavier François, pardonne-nous. Tu as oublié la voix Zanyalando Kmaouya. Et salut au roux, c'est la vie, mais Dieu est grand. Irib Sal BTK Félix. Si vous êtes nul, restez dans votre chambre. Ne vous obligez pas à parler pour unir votre famille sur les réseaux sociaux. Allez chercher quelque chose à faire. Et Didier Emerick dit non, il a fait plus que 66 kilomètres, mon cher. Et Clément Bedopossi, il fallait que toi tu vives plus dans ce pays. Et je vois que tu as porté des verres en bois. Mon frère, même si c'est toi qui étais là, dis-nous combien de kilomètres ferais-tu? Et je crois que tu feras les 66 km dans ton ventre seulement. On avoue et commencer à apprécier ici, c'est bon. Très bien. Sujet numéro 3, réforme du système partisan, moins de 2 ans et déjà 13 partis politiques selon Serrano Taché. Moins de 2 ans, et 13 partis politiques créés. Le 14e en cours, il le précise d'ailleurs. À cette allure, les 200 partis d'avant seront atteints en moins de 20 ans. La réforme du système partisan est un échec. C'est son opinion. Et Kwesi Ega qui dit: c'était une autre forme de ruse pour en finir avec certains ténors des partis politiques. Sinon, au fond, rien n'a changé. Théophile Agbokoun, le tout ne suffit pas de créer un parti politique. Il y a la règle des 10% de suffrage exprimé qui est là. N'importe comment, il ne peut y avoir plus de 10 partis politiques représentés au Parlement. DJ Mathieu Ier, vous ne prenez même pas la peine de lire la loi. Après 2 élections, les partis qui n'ont pas été au rendez-vous perdent leur existence. Marin Dahovic Lele, laissez-les. C'est une ruse pour mettre les opposants à l'écart. Lors des législatives, afin de nommer paisiblement les députés, ce qui leur a permis de voter des lois taillées sur mesure. Le pouvoir n'est rien, tout finira par finir. Et Théophile Agbokoun qui est revenu, Théophile Agbokoun qui est revenu, Fabrice Dabo, aucun parti politique n'a été supprimé. Il s'agit de se conformer. Et Issaou Soulé,
Avait-on besoin de fondre les autres partis pour en former un soi-disant grand regroupement? Utilisez un peu votre cerveau au moins pour réfléchir. Et Augustin Gasset, tu connais leur sort pendant les élections? 10 au moins seront des partis, virgule. Et Constantin Soumé, c'est trop tôt de le dire. Encore que cette dizaine de partis politiques qui existent là, ils sont combien à pouvoir résister à l'épreuve du temps? Les conditions d'existence de petites formations politiques sont d'autant plus contraignantes qu'elles nous mourront de leur belle mort l'une après l'autre. Le commentaire, c'est bon, ça peut aller. Pour les commentaires. On va rendre hommage à un homme, à un grand homme. C'était l'homme du Noblar, Sabou Aristide Soweto. Ah oui. 20 ans hier qu'il est parti de ce monde. Qu'il est parti du On y va, le sujet numéro 4, allez-y. C'est hommage à Soweto. Donc voilà le visuel. Et ça fait 20 ans. Ceux qui l'ont connu. Et c'est ceux qui, comme vous et moi, oui, l'avons connu. Bien sûr. Soweto, quand on entend ce nom, ouais, on sait ce que ça veut dire. Soweto. C'est le roi du chaos. C'est Bérénice Célia Guincy qui dit « Merci pour cet hommage, mais nous avons le devoir de réfectionner sa tombe. Depuis 20 ans, sa tombe est restée presque sous le sable. C'est inapproprié pour l'image de cette icône de la bosse béninoise. Nous avons besoin de l'aide de tous. Habib Arandessi, vraiment hommage à cet héros. Grâce à Nyansounou, il est mort comme s'il n'a rien été pour notre cher pays, le Bénin. Et Vigan CC. Bonjour, monsieur Roméo. La poste du Bénin ne peut-elle pas rendre hommage à ceux-là en imprimant des timbres à leurs effigies? Pourquoi pas? Et Roméo a dit, bonne idée. Et voilà. Eman Aniambosu, qui dit, certains l'ont vu ou côtoyé, d'autres l'ont aperçu ou l'ont vu à l'œuvre. Quand il s'agissait de défendre les couleurs du noble à Kotokwi, Gansou, lui c'est Sabou Aristide alias Soweto. Ces séances d'entraînement de Siké Kodi dans la maison où logeait son promoteur ADK étaient pour nous autres jeunes ados dans la fleur de l'âge de véritables moments de joie et d'apprentissage. On arrête là. Donna Razoumen, le voisin du quartier, je me rappelle quand il mangeait à Bobo avec Mouché Mam. Et Donna et il y en a Afam Beji, RIP, Aniamboso Antoine, juste, ça doit être un de vos frères. Il dit, grand combattant de tous les temps, un grand souvenir pour le grand bateau, l'irremplaçable producteur. Oui, bateau c'est Adoukounou, Batlemi. C'était lui, c'est lui qu'on a surnommé Faux Bateau. Faux Bateau, ouais. On le souhaite pour l'établissement, il a été un peu souffrant. Voilà. On vous voit rarement sur les publications. Ça vous a intéressé apparemment. Sérieusement, parce que Sabou Aristide, c'est quand même un grand frère du quartier, si on peut dire, dans la période où il était. Merci. On a fini comme ça. Soweto. Ah oui. D'abord, c'est Vizoïda, donc vraiment. Ah ben oui. C'est Vizoïda, voilà. C'est une affaire de sang. C'est tout Ouida qui pleure, qui pleure son fils. Merci à vous, Willy Bayela. Je rappelle que vous êtes des gars de Ouida. Merci à vous d'être passé. C'était 90 minutes au Bénin. Bonsoir chez vous. C'est moi.